Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Joe Tamko, je suis le responsable multimédia à Choc FM 105.1. Et donc, Choc FM réalise aujourd'hui, en collaboration étroite avec Oasis Centre des Femmes, un forum audiovisuel radiodiffusé de 2 heures sur le thème suivant: agression sexuelle chez les aînés, parlons-en. Donc, à travers cette activité, Oasis Centre des Femmes veut briser le tabou et sensibiliser la communauté francophone locale sur cette triste réalité en accordant une attention particulière aux aînés victimes d'abus sexuels. Étant participative, cette activité comprendra un panel ainsi qu'une période de questions-réponses du public. Donc, cette activité s'inscrit dans une démarche populaire. Donc, sans plus tarder, je souhaite vous présenter à Dada Gassirabo, la directrice générale de Oasis Centre des Femmes. Je t'en prie, Dada. Merci beaucoup, Joe, et merci de nous avoir donné cet espace de parole. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Bienvenue encore cet après-midi à notre mini-forum, comme on l'a appelé, parce que c'est mini, parce que l'enjeu dont on parle est plus grand que le forum. Et je pense qu'on va essayer vraiment de toucher un tout petit peu. Je vais dire merci à tous les panélistes qui ont, sans vraiment douter d'une seconde, ont accepté de venir participer, partager leur savoir, leur contribution et le travail très, très extraordinaire qu'ils font et qu'elles font au niveau des personnes aînées, des femmes aînées. Je voulais vraiment encore une fois souligner la raison pourquoi on a voulu, durant ce mois de mai qui touche à la fin, ça a été un mois bien garni. C'est la première fois que j'ai vraiment entendu ce que le mois de mai est. Chaque jour, il y avait toute une journée pour, une semaine pour, un mois pour. Mais pour nous, expressément à Oasis Centre des Femmes et dans le domaine, le secteur des femmes en général, le mois de mai est un mois très, très particulier parce que c'est le mois de la prévention et de la sensibilisation sur les agressions sexuelles. Donc, cette année-ci, on a voulu un tout petit peu parler beaucoup plus sur l'axe des agressions sexuelles au niveau des jeunes et au niveau des aînés, 2 groupes d'âge si séparés par le temps, mais qui subissent aussi des agressions sexuelles dans des contextes différents, mais pas moins dévastatrices à chacun des groupes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vraiment accueillir des experts professionnels dans le domaine des personnes aînées. Et nous voulons justement, après tout ce qu'on a vécu durant cette pandémie aussi, les agressions sexuelles n'ont pas manqué, n'ont pas fait, ils ont été présents dans nos vies et dans la vie des aînés, ça a encore été beaucoup plus marquant et ça fait même beaucoup plus mal. Je ne dirais pas que ça fait plus mal aux aînés, mais ça fait plus mal doublement parce que vu la vulnérabilité, vu aussi la question de l'âge qui est aussi utilisé pour renforcer les agressions sexuelles, il faut qu'on s'en parle. Il faut aussi que les aînés comprennent qu'il y a encore des outils, des solutions, des ressources. Et c'est pour cela, sans tarder, je vais laisser aux professionnels qu'on a invité d'en parler. Et bienvenue aussi aux femmes aînées, aux personnes aînées qui sont dans la salle. Cet après-midi, soyez encore prêtes. Puis, c'est un enjeu un tout petit peu difficile à avaler, à gérer, mais je pense que nous serons là pour vous soutenir si vous en avez besoin. Nous avons des intervenantes autour dans cette salle de Zoom qui pourront être contactées à tout moment. Merci beaucoup, Joe, encore à Choc FM de nous donner cet espace. C'est un grand plaisir. Donc, à présent, je vais laisser la parole à Kibira pour faire la reconnaissance des territoires autochtones.
Bonjour tout le monde et bienvenue. Bonjour, Kibila. Je ferai la reconnaissance des territoires autochtones dans la région de Toronto. Je voudrais commencer par souligner que les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire traditionnel des Premières Nations, des Hurons-Wendat et des Pétas, des Sénéca et plus récemment des Mississaugas de la rivière Crédit. Le territoire faisait l'objet du traité de la ceinture wampum en référence au concept du bol à une seule cuillère. Entente entre la Confédération iroquoise, les Ojibwe et les nations alliées convenant de partager et préserver pacifiquement les ressources sur tout le pourtour des Grands Lacs. Aujourd'hui, Toronto est encore habité par de nombreux autochtones de l'île aux Tortues. Nous sommes reconnaissantes de la possibilité que nous avons de travailler sur ce territoire. Merci. Merci, Kibila. Merci, Kibila. Et donc, pour poursuivre, je vais laisser la parole à Diane. Miigwech. Je voudrais débuter un peu avec une prière d'ouverture. Je pense que ce serait une bonne chose à faire aussi. Alors, ma prière, elle est celle-ci. Créateur, nous sommes réunis ici aujourd'hui dans notre quête de sensibilisation aux problèmes qui touchent les femmes, les filles et nos aînés, à l'intérieur et à l'extérieur de nos cercles. Créateur, donne-nous aujourd'hui la sagesse de réaliser des solutions qui apporteraient des influences positives parmi nous tous. Créateur, nous prions d'avoir le courage d'être les meilleurs de nous-mêmes. Créateur, aide-nous à nous guérir les unes et les autres et à être des alliés de celles qui ont le plus besoin d'alliés et à travailler tous ensemble. Créateur, nous prions pour la sûreté et la sécurité de tous ceux et celles qui vivent sur l'île de la Tortue, en particulier les femmes, les jeunes, les femmes et nos aînés, et sans oublier nos hommes aussi. Nous prions pour un avenir où tous vivront réconfortés de savoir qu'ils sont aimés sur l'île de la Tortue, que leurs voisins veilleront sur eux, que tous vivront ensemble dans la paix, dans la joie, dans l'amour et le respect mutuel. Moi, je voudrais juste débuter un peu parce que, avant de parler de nos aînés, je pense qu'il est important un petit peu que les personnes puissent un peu comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis l'arrivée des colons ici au Canada. Le système des communautés autochtones, les femmes étaient ils avaient une très grande estime des femmes parce que les femmes jouaient un rôle très important dans nos communautés. Et ça se définit comme ceci. Les femmes, de la naissance de l'enfant jusqu'à l'âge de 13-14 ans, étaient la responsable d'élever l'enfant. Ça ne veut pas dire que l'homme était exclu, il contribue à sa façon aussi. Et vers l'âge de 13 à 14 ans, ce sont les tantes et les oncles qui prennent en charge des enfants jusqu'à l'adolescence où les grands-mères et les grands-pères viennent continuer la démarche pour les cérémonies, apprendre le rudiment de la chasse, de la pêche pour les jeunes garçons, les femmes apprendre les cérémonies lunaires comme l'éclipse lunaire ou des choses comme le strawberry, les cérémonies des fraises qui est une initiation pour nos jeunes filles. Et on aura aussi nos aînés. Alors, dans notre communauté, nos aînés, il y a deux sortes d'aînés. Il y a des aînés qui sont comme moi, 65 ans et plus, ou 60 ans et plus, mais il y a aussi des aînés qui sont les gardiennes de la connaissance. Et dans les familles autochtones, c'est pas juste une famille. Alors, ça part de l'individu, de la famille, et ça implique la communauté. Lorsqu'il y a un problème dans la famille, la communauté, elle est touchée. Alors ça, c'était le principe qui était très important avant l'arrivée des premiers colons. Lorsque l'arrivée des colons est apparue, évidemment, que ce soit les Européens, que ce soit les Français, que ce soit les Irlandais ou les Écossais, tout avait bien été parce qu'on avait une règle que le Canada était tellement grand et ils avaient de la place pour tout le monde. Le problème, c'est lorsque les Britanniques sont arrivés que les problèmes ont commencé. Les gouvernements, en 1875, ont fait ce qu'on appelle l'acte indien.
c'est une force gouvernementale pour un meilleur contrôle qui veut définir qu'on nous enlève nos terres ancestrales, nos ressources, on nous dit quoi faire pour l'éducation, on nous empêche de pratiquer notre religion ou des rencontres sociales si on veut. Et on nous limite. Si on était habitué d'aller chasser pour nos ressources à l'extérieur, on forme des traités, on forme un carré où on dit c'est maintenant là que vous allez vivre et vous n'avez plus aucun droit de sortir à l'extérieur. Un coup que les traités ont été signés, malheureusement jusqu'à ce jour, très peu ont été respectés. Il y a eu ce qu'on appelle les écoles résidentielles parce que pour faire partie des traités, on leur a promis qu'on va éduquer les enfants. Mais malheureusement, ça n'est pas ce qui a été. De 1880 à 1996, il y a été à peu près 130 écoles et 3000 enfants sont morts à cette époque-là. Mais ça, on n'en parle pas du tout. On a envoyé au-dessus de 150 000 enfants répartis à travers 130 écoles. Et le but de ça, on ne le dit pas, mais c'était de tuer le côté indien en nous. Alors, si vous êtes déprivés de l'amour, si vous êtes déprivés de votre langue, si vous êtes déprimés de votre culture, si vous avez subi des agressions sexuelles, si vous avez subi des expérimentations médicales, si on vous a battu, et puis je pourrais en rajouter énormément. Alors, ça crée un trauma. Les jeunes qui sont retournés dans leur famille avaient un manque de communication. Ils ne parlaient plus la langue, ils ne pratiquaient plus la spiritualité. Donc, ce qui fait que lorsque vous avez un manque d'amour, vous ne savez plus qui vous êtes, dans le fond. Alors, vous grandissez avec un intérieur qui est brimé et vous ne voyez pas le bout de vous en sortir. Vous grandissez, vous voulez avoir fondé une famille. Malheureusement, souvent, la famille, le conjoint, la conjointe, ce sont des enfants qui ont été à l'école résidentielle. Alors, ils ont accumulé des traumas. On donne naissance à des enfants qui vont continuer le trauma pendant les 7 prochaines générations. Après l'école résidentielle, de 1951 à 1991, on a ce qu'on a fait le 60 Scoop. Qu'est-ce que c'est? Alors, le 60 Scoop, c'est les jeunes femmes autochtones qui donnaient naissance à un enfant dans les hôpitaux, ne reverraient plus jamais leur enfant. Les infirmières prenaient l'enfant un coup que l'accouchement était terminé. On les mettait dans des maisons pour que ces enfants-là soient adoptés en Europe, en Grande-Bretagne. Et le but, c'était de dire que il n'y en a plus de grandissage d'enfants autochtones au Canada. On pouvait à cette époque-là acheter un enfant autochtone avec un livre « Comment élever un enfant autochtone » pour 10 $. Excusez-moi, Diane. Alors, ce sont des traumas difficiles. Oui. Excusez-moi, Diane. Est-ce que vous pourriez concentrer en fait votre intervention sur les agressions sexuelles chez les femmes aînées? C'est pour ça que je dois partir de ce côté-là pour que vous puissiez comprendre. OK, je vois. Okay. Alors, quand vous avez des familles qui grandissent, dans ces niveaux-là, ce sont des gens qui accumulent des traumas et ce sont des gens qui ont très peu d'éducation, ce sont des gens qui ont une perte au niveau spirituel. Et ce sont des gens qui, malheureusement, ne voient pas le demain. Ce sont des gens qui vont vivre la pauvreté accumulée parce que souvent, les gens qui sont dans des réserves sont des gens qui sont éloignés des villes. Alors, les ressources ne sont pas nécessairement les plus faciles à avoir. Souvent, les gens qui sont dans les villes, on voit beaucoup de sans-abri chez les femmes autochtones, parce que le manque de confiance n'est plus ce qu'ils ont déjà été autrefois.
on a de la difficulté à trouver nos services dans les villes parce qu'on ne peut plus faire confiance du tout. On est des sans-abri. Moi, j'ai rencontré des femmes dans la région de Toronto, des acculturés, et ils ne peuvent pas s'intéresser à venir parler à des personnes. Ils ont trop peur. Donc, il y a énormément de trauma. Et c'est pour ça que je dois vraiment expliquer le début de ces choses-là pour que vous puissiez comprendre quel trauma les femmes ont vécu. Nos aînés sont des targets très élevés parce que aujourd'hui, l'abus par nos jeunes qui ont vécu certains traumas, nos aînés deviennent des targets pour nos jeunes. C'est facile de leur voler l'argent, c'est facile de les manipuler, de les faire comprendre n'importe quoi. On leur fait voir des abus verbaux, physiques. On les exproprie, si on veut, de leur côté maison, de leur logement, parce que la majorité des femmes autochtones qui sont des aînés vivent dans des endroits surpeuplés, souvent quand ils ont accès à un logement aussi. Je vais m'arrêter là parce que je vais donner la chance à tout le monde aussi d'expliquer certaines choses. Non, mais votre perspective était très intéressante et je vous remercie vraiment beaucoup de nous avoir donné toute l'image, en fait. Merci, Joe. Oui. Et donc, pour continuer, je vais demander à Maïra Martin de se présenter et de nous parler de son organisation et de l'action que vous avez sur le domaine des agressions sexuelles chez les femmes aînées. Je vous en prie, Maïra. Oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Maïra Martin, je suis directrice générale d'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Je voulais d'abord, avant de parler un peu plus, je voulais remercier Diane de toujours rappeler, c'est toujours excellent d'avoir des femmes autochtones qui prennent la parole et puis qui nous rappellent malheureusement le passé colonial et toutes les conséquences que ça a pu avoir notamment pour les femmes, pour les autochtones, pour tous les autochtones, mais notamment pour les femmes autochtones. Donc, merci beaucoup Diane d'avoir fait ce témoignage-là. Donc, Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, nous sommes un regroupement provincial, féministe et francophone d'organismes qui travaillent en français en violence faite aux femmes en Ontario. Donc, on travaille par exemple avec des maisons d'hébergement pour femmes aux prises avec la violence conjugale. On travaille avec des CALAX, avec des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel et avec d'autres organismes qui offrent différents services pour les femmes aux prises avec la violence, que ce soit donc sexuelle ou conjugale. Donc, Action ontarienne en soi, on n'offre pas de service direct. On vient vraiment en appui aux organismes qui travaillent partout en province pour offrir des services aux femmes francophones. Et on a un rôle un peu plus éloigné du terrain, mais on est vraiment là en soutien à ces organismes. Et donc, on travaille notamment beaucoup avec Oasis dans la région de Toronto. La question de la violence, c'est une question qui est souvent oubliée. Dada le rappelait un peu en introduction. C'est vrai que quand on parle d'agression sexuelle, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent penser que ça concerne principalement les jeunes et principalement les jeunes femmes. Et on a tendance à beaucoup oublier que la violence concerne aussi les femmes plus âgées. Donc, les femmes plus âgées, elles peuvent avoir soit été victimes d'agressions sexuelles quand elles étaient plus jeunes, notamment pendant l'enfance. Et puis, en vieillissant, elles continuent à porter un peu les différents traumas que ces agressions sexuelles ont eu sur elles. Donc, elles continuent pendant toute leur vie à subir les conséquences des agressions subies dans le passé. Mais on oublie aussi souvent de dire que les femmes aînées peuvent être victimes d'agressions sexuelles quand elles sont aînées. C'est un sujet qui est extrêmement tabou. Déjà, les violences sexuelles, on n'aime généralement pas trop en parler, mais surtout quand ça peut toucher notre grand-mère, notre grande-tante, notre voisine.
c'est encore quelque chose dont on a encore beaucoup plus de difficultés à parler. Mais les femmes aînées sont vulnérables et peuvent être victimes de différentes formes d'agression et de la part de différents agresseurs. Donc, ça peut être soit leur conjoint, donc des agressions sexuelles dans le couple. Ça peut être aussi une personne qui s'occupe d'elles. Donc, des personnes dont elles sont dépendantes, donc soit des aidants naturels ou alors des professionnels de la santé ou d'autres professionnels qui sont là aussi pour les aider. On essaye aussi souvent un peu de masquer ou on refuse en tout cas vraiment d'écouter ce qu'elles nous disent quand elles osent témoigner, parce que donc c'est certain que ça met les gens, ça brise un tabou, puis ça met les gens vraiment dans un gros inconfort d'écouter ce qu'elles ont à dire. Et puis, on aura aussi tendance à soit vouloir minimiser ou même vouloir mettre ça, par exemple, sur ne pas vouloir les écouter parce qu'elles sont âgées et puis peut-être qu'elles ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Pour certaines, on peut les accuser d'avoir des maladies mentales, donc d'être déconnectées de la réalité et de ne pas être que ce qu'elles vécu n'était pas la réalité. Donc les femmes âgées, les femmes aînées, qu'elles aient subi des agressions sexuelles dans l'enfance ou quand elles étaient plus jeunes, ou si elles continuent ou elles subissent des agressions quand elles sont plus âgées, elles ont extrêmement de difficultés à en parler. Et elles ont beaucoup de difficultés à briser le tabou, mais c'est extrêmement important qu'elles le fassent parce que quel que soit le moment où elles ont subi ces agressions, elles continuent les conséquences et il faut qu'elles soient écoutées, il faut qu'elles soient soutenues. Le rôle d'action d'Ariane, donc comme je disais au début, on fait pas de service direct, donc on ne va pas accueillir et on ne va pas aider directement ces femmes aînées là. Par contre, un de nos rôles, c'est de faire de la sensibilisation. Donc, c'est sensibiliser le public, monsieur, madame, tout le monde. C'est sensibiliser les professionnels, c'est aussi sensibiliser les politiques, les décideurs gouvernementaux. Donc, essayer d'en parler pour justement briser ce tabou-là. Parce qu'on pense que plus on en parle et plus on en parle à un public extrêmement diversifié, plus il sera... je ne vais pas dire plus il sera facile, mais en tout cas, peut-être qu'il sera moins difficile pour les femmes aînées de briser le tabou. Ça sera peut-être aussi moins difficile pour elles d'obtenir de l'aide. Et quand elles dévoileront ce qui leur est arrivé, on espère qu'elles auront une écoute et qu'elles seront effectivement et bien soutenues par les personnes qui recevront ce dévoilement-là. Donc, c'est une des premières choses qu'on fait. C'est vraiment sensibiliser. Une autre chose qu'on fait aussi, c'est qu'on essaie de soutenir les organismes, donc notamment les CALAX, qui viennent en aide directement auprès de ces femmes aînées. Donc, par exemple, on va développer des ressources pour que les organismes puissent monter, par exemple, soit faire du counseling individuel ou monter des groupes de soutien pour les femmes aînées. Et on encourage les organismes, on les aide à essayer de monter de tels groupes dans leur communauté, parce qu'au fil des années, ce qu'on s'est aperçu, c'est que donc elles ont besoin de soutien individuel, mais les femmes aînées, et notamment les femmes aînées francophones, apprécient énormément pouvoir se retrouver entre elles et avoir du soutien de leur père. C'est extrêmement important pour déjà pouvoir parler dans un endroit sécuritaire de ce qu'elles ont vécu, pour aussi pouvoir juste pouvoir échanger, pouvoir se soutenir, pouvoir obtenir de l'aide, soit de l'organisme ou de leur père. Et puis aussi pour briser l'isolement. Certaines ont pu vivre pendant des années sans parler de ce qu'elles ont vécu. Donc, enfin, arriver dans un endroit sécuritaire avec d'autres femmes qui ont vécu aussi des expériences similaires, ça, c'est extrêmement libérateur pour elles. Donc, on essaie de travailler avec les CALAX de l'Ontario pour que ces organismes puissent monter des groupes de soutien et puissent apporter vraiment une aide beaucoup plus directe aux femmes aînées de la province. Okay, merci beaucoup.
Donc, à présent, nous allons laisser la parole à Stéphane Peters. Donc, je vais vous laisser vous présenter et nous parler de l'aspect juridique concernant les agressions sexuelles chez les femmes aînées. Je vous en prie. Oui, ben, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK, parfait. Donc, je suis avocat avec le Centre francophone de Toronto. Donc, on travaille en proximité avec Oasis, entre autres. Et évidemment, là, c'était un sujet qui est important pour nous. Je dirais qu'on ne traite pas énormément de dossiers là, de violence contre les aînés, mais que ça, en partie, ça reflète le problème qui est peut-être un manque d'accès aux ressources là, de connaissances auprès des personnes aînées qui n'ont pas forcément des connaissances de leur recours juridique qu'ils pourraient avoir en fait de situations atypiques, que ce soit bon, une situation d'abus physique, de violence sexuelle ou même de maltraitance au niveau financier. Ce sont des choses qu'on peut voir auprès des aînés, de gens qui profitent de leur que ce soit leurs proches, de d'autres personnes aînées. Excusez-moi, Stéphane, oui. On ne vous entend pas très bien, en fait. C'est un peu Excusez-moi, saccadé. en fait, ouais. Donc là, on ne vous entend pas du tout maintenant. Vous m'entendez pas du tout. OK. Là, ça va mieux. Est-ce que vous m'entendez à présent? Oui, là, c'est mieux. Ça va. Oui, ce que je disais, en fait, c'est que en fait, on ne reçoit pas beaucoup de dossiers de personnes aînées, mais c'est peut-être en partie une réflexion du fait que les personnes aînées n'ont pas forcément la capacité de savoir quels sont leurs recours, n'ont pas accès aux ressources nécessaires pour nous contacter, pour qu'on puisse, de notre côté, faire des vérifications s'il y a un élément juridique à leur problème. Des fois, ça peut être des situations où est-ce qu'on parle d'agression sexuelle, d'agression physique, ou même juste d'abus sur le plan financier de personnes qui essaient de profiter de ces personnes-là parce que peut-être qu'ils ont des acquis dont il y a certaines personnes qui voudraient peut-être hériter de ces acquis-là. On ne voit pas énormément de ce genre de dossier-là en partie parce que les ressources ne sont pas fournies aux personnes aînées et ce serait bien de voir une certaine sensibilisation auprès de ces gens-là pour qu'ils sachent que, bon, ils ont certains recours. Donc, oui, voilà. Je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour pouvoir en parler plus en détail. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, à présent, nous allons laisser la parole à Barbara. Barbara, pourriez-vous vous présenter et nous dire pourquoi c'est important de parler des agressions sexuelles chez les femmes aînées et comment améliorer la situation également? Bonjour tout le monde, c'est Barbara Ciccarelli. Je pense que je connais la plupart d'entre vous. Je suis directrice générale au Centre d'accueil Héritage. Nous sommes des fournisseurs de logements abordables et services de soutien en communauté aux aînés francophones du Grand Toronto. Notre clientèle a des besoins assez variés. Bien sûr, le besoin d'un logement abordable, c'est un besoin primaire, très commun. Mais beaucoup de nos clients aussi sont en perte d'autonomie. Donc, d'un point de vue, ça peut être l'autonomie physique, ça peut être l'autonomie cognitive. Donc, ils ont besoin de vivre dans un environnement où il y a des services disponibles au besoin, un environnement donc sécuritaire et bien sûr un environnement francophone parce que, bien sûr, la langue est un aspect clé, comme dans beaucoup d'autres fournisseurs de services. J'écoutais parler mes collègues. Nous, on travaille avec des personnes âgées et parmi les personnes âgées, vraiment, des fois, nos clients sont entre les plus vulnérables pour toute une série de raisons différentes. Et je trouve intéressant cette idée de comment ça soit difficile deux fois de plus de parler de violence, de parler vraiment d'avoir une conversation comme celle qu'on a aujourd'hui quand ça concerne des femmes âgées.
j'ai entendu parler du fait que ça crée presque ça met les gens mal à l'aise d'avoir à parler de violences sexuelles envers les femmes âgées. Les personnes dans nos sociétés, au fur et à mesure qu'on vieillit, on est supposé quelque part devenir invisible. C'est un petit peu comme ça que beaucoup de nos clients se plaignent de dire devenir invisible dans les besoins quelque part de sortir du champ visuel de la société, soi-disant active. Donc, je pense que face aux violences, ça se reproduit exactement du même mécanisme. Et il y a encore beaucoup cette idée, à mon avis, pas forcément correspondant que la violence sexuelle a à faire avec la sphère de la sexualité. Quand c'est vraiment juste un acte de violence, d'abus de pouvoir, ça n'a rien à voir avec la sphère de sexualité, mais parler de sexualité de personnes âgées et de femmes âgées, c'est encore plus inconfortable. Toujours encore, parce que c'est vraiment, on n'est pas supposé vraiment, on est supposé quelque part disparaître petit à petit. Nous, de notre côté, on croit pas spécifiquement violent, donc on n'est pas surpris que c'est un sujet difficile à aborder, on n'est pas surpris que les femmes d'un certain âge puissent se retrouver à être quelque part, si je peux utiliser l'expression, doublement victime. Ça fait partie d'un agisme un peu qui est un petit peu partout et qui, dans ces circonstances encore plus difficiles, devient une barrière encore plus importante pour les personnes d'un certain âge. Ce que nous essayons de faire de notre côté face à toute vulnérabilité des personnes âgées, c'est vraiment de travailler pour créer un environnement sécuritaire, mais aussi un environnement où les personnes âgées ne soient pas seulement les bénéficiaires des services, mais soient vraiment les interlocuteurs principaux de comment ces services doivent être conçus. Donc, je pense que ça, quand on parle d'améliorer les choses, je pense qu'il y a beaucoup qu'on pourrait faire vraiment en essayant d'impliquer les personnes d'un certain âge et plus dans certaines conversations, vraiment pour essayer de comprendre ça ressemble à quoi un environnement où vous vous sentirez à l'aise de parler. Ça voudrait dire quoi? Un endroit où vous aurez, vous aimeriez vous retrouver pour parler, poser plus de questions. Garder les personnes âgées connectées le plus longtemps possible, c'est ce qu'on essaie de faire. Les personnes qui vieillissent sont encore capables de prendre leurs décisions. Et des fois, la vulnérabilité face à la violence vient du fait qu'il n'y a pas de connexion, qu'ils sont isolés socialement, marginalisés. La langue est une barrière incroyable pour qui vit dans le logement abordable à Toronto en anglais, dans certains environnements, pour des personnes vieillissantes qui viennent souvent d'une autre culture. La langue peut devenir aussi une barrière importante. Donc, quelque part, je pense, ça m'intéresse beaucoup de continuer cette conversation au-delà d'aujourd'hui, des opportunités de parler de comment on peut aider, mais surtout, je pense que il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle plus, à voix plus haute. Et il faut aussi qu'on laisse parler les personnes concernées. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais vraiment qu'on travaille pour créer des environnements où tout ce qu'on est en train de faire soit adapté, user-friendly pour les personnes qui sont supposées en bénéficier. Et que nous, en premier, on s'efforce parmi de nos communautés de briser tout cette... c'est vraiment une combinaison très toxique d'isolement et d'invisibilité qui touche les personnes âgées. Donc, je pense que face à la violence, ça devient encore quelque chose de plus important. Donc, je pense qu'on a tous un rôle à jouer. J'espère que la conversation d'aujourd'hui soit juste un point de départ vers une conversation un petit peu plus élargie. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Barbara, pour tous ces éclaircissements. Et à présent, je vais laisser la parole à Céline. Donc, Céline, je vous en prie, présentez-vous et pourriez-vous nous parler des formes d'agression chez les femmes aînées? Oui, bonjour. Mon nom est Céline Duguay. Je travaille pour le Centre ontarien de prévention des agressions, donc Kwekwe. Je veux juste, avant de commencer, j'aimerais vous dire que je vous parle aujourd'hui du territoire Anishinaabe et Algonquin et Iroquois du Saint-Laurent. Je voudrais saluer mes aînés de ma communauté Nitassinan.
Etchinach Kumitin, à tous les aînés à travers toutes les communautés qui travaillent fort pour garder notre culture et notre spiritualité toujours en vie. Donc, le COPA, le Centre ontarien de prévention des agressions, c'est un organisme provincial francophone. On existe depuis maintenant 26 ans. Nous contribuons à l'établissement de milieux scolaires et communautaires où règne la sécurité, la force et la liberté. Donc, notre premier mandat, c'est de travailler auprès des enfants, des adultes et des éducateurs et éducatrices dans toutes les communautés. On élabore des ressources éducatives pour toute cette population-là. Nos outils sont surtout développés pour prôner l'autonomisation individuelle et collective, puis qui respectent toujours les principes d'équité et d'inclusion. Donc, à l'intérieur de ça, on travaille auprès des communautés aînées pour pouvoir justement adresser chez eux, malgré que c'est pas mal difficile parfois de parler de trauma, de parler de ce qu'on a vécu dans notre passé, mais on veut pouvoir continuer à les soutenir toujours en leur donnant des outils qui peuvent les aider à aller chercher de l'aide et aller chercher du soutien auprès des gens dans leur propre communauté et auprès des différents partenaires qui sont ici aujourd'hui avec nous. On est vraiment fiers toujours de pouvoir transmettre de l'information aux aînés pour leur dire que ce n'est pas de leur faute s'ils vivent de la violence, que s'ils vivent de l'isolement, ce n'est pas de leur faute non plus et qu'ils peuvent toujours aller chercher du soutien dans les communautés. Le COPA est toujours fier de pouvoir soutenir tous les partenaires franco-ontariens pour qu'on puisse continuer à poursuivre nos efforts de rendre cette information-là à nos aînés pour tranquillement briser leur isolement et aussi bâtir leur capacité à contribuer à nos communautés parce qu'ils ont beaucoup à nous dire, ils ont beaucoup à raconter et ils ont une sagesse qui pourrait contribuer à justement briser l'isolement d'autres aînés qui vivent de la violence à tous les jours. Et pour certains d'entre eux et certaines d'entre eux depuis fort longtemps. Donc, merci de m'avoir donné l'opportunité d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre intervention et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à notre dernière intervenante, qui est Marie. Donc, Marie, pourrez-vous vous présenter votre organisation et nous parler, en fait, de ce que vous avez pu apprendre sur la situation des aînés à travers votre organisme? Allô, Marie? Oui. Oui. Bonjour. Alors, bonjour, Joe. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci bien pour cette opportunité. C'est vraiment, je suis ravie d'être encore là aujourd'hui pour parler de nos aînés. Et merci aussi Centre Oasis, Oasis Centre des femmes, autant pour moi, pour avoir pensé à nos aînés. Donc déjà, je travaille avec une organisation à but non lucratif qui est TAP pour tous. Et c'est une organisation qui a pour but de donner un soutien, c'est-à-dire nous venons pour donner un soutien à nos personnes âgées, surtout des francophones en Ontario, avec nos services, notamment l'accompagnement. Nous les accompagnons pour essayer de pallier à la situation d'isolement, surtout, parce que vous voyez, quand on vieillit déjà, on a besoin d'être accompagné, surtout moralement et même mentalement. Donc ça, on accompagne nos personnes âgées avec ce service. Et en plus de cela, nous essayons de les soutenir avec ce qui est notamment la propriété de leurs environnements. C'est-à-dire, on fait aussi du nettoyage et on les aide à ranger les effets parce que de temps en autre, vous voyez que quand l'âge vient, peut-être avec d'autres maladies afférées, ça devient un peu difficile pour nos personnes, pour nos aînés, de pouvoir ranger même
ranger leurs vêtements. C'est-à-dire, on vient là, on leur donne ce soutien-là. Donc, avec ce service-là, nous, on essaye vraiment de les aider à vivre plus sainement dans un environnement propre et plus agréable. Et ça les évite aussi à être exposés à certaines choses, notamment la violence, qui peut être même la violence sexuelle. Donc, ce qui fait que avec nos services, nos aînés et surtout les femmes, on se rend compte qu'elles sont de tout le temps, elles sont vraiment reconnaissantes par rapport à tout ce que nous pouvons les offrir. Donc, globalement, c'est ce que nous offrons en tant qu'organisation à but non lucratif. Et puis, en passant, nous essayons à travers le soutien du gouvernement pouvoir offrir certains services extra, notamment prendre rendez-vous à nos aînés à l'hôpital, les aider à faire les achats, les petites courses et tout ça. Donc, c'est ça en réalité notre soutien qu'on puisse apporter dans la communauté des aînés francophones en Ontario. Okay, merci beaucoup, Marie. Je tiens, au nom de Choc FM, à vous remercier tous de participer à ce panel qui, je l'espère, nous permettra de mettre la lumière sur ce problème d'agression sexuelle que subissent nos aînés et de comprendre mieux les mécanismes et d'essayer éventuellement de trouver des solutions. Et donc, pour commencer, j'aurais une question pour Céline. Donc, quel est l'impact psychologique du confinement prolongé sur les victimes d'agressions sexuelles? La première chose, c'est l'accès aux ressources. Donc, avec le confinement, surtout au début, maintenant, les organismes se sont adaptés à la situation. Mais je crois que l'accès aux ressources, le fait aussi que les femmes n'ont pas accès à la confidentialité. Donc, si elles vivent une agression sexuelle à l'intérieur de leur couple ou à l'intérieur de leur famille, de pouvoir aller chercher de l'aide à l'extérieur, c'est impossible. Et même de le faire au téléphone, quand on est dans la famille, quand on est avec un conjoint violent, ça limite beaucoup les dévoilements, ça limite l'accès aux ressources qui pourraient soutenir les femmes. Donc, je crois que toutes les ressources communautaires qui travaillent à soutenir les femmes dans nos communautés ont travaillé très, très fort cette année. Puis je l'ai vu parce que tous ces gens sont nos partenaires. J'ai vu comment elles ont travaillé très, très fort pour pouvoir permettre aux femmes de faire entendre leur voix, d'avoir un espace sécuritaire où elles peuvent aller chercher de l'aide. Mais durant la dernière année, ça a été vraiment difficile. Et l'impact sur la femme, ça a été l'isolement, l'augmentation de la dépression, possiblement aussi, possiblement, on a vu des femmes qui, pour passer à travers le trauma, ont utilisé, par exemple, l'alcool, la drogue pour pouvoir se sortir, pouvoir passer à travers ce moment difficile où c'était plus complexe d'avoir accès à l'aide. Donc, je pense que le plus grand impact, ça a été l'augmentation de la violence, justement parce que c'était difficile au début de la pandémie de pouvoir aller chercher du soutien, des ressources. Et puis aussi, elles sont dans l'isolement pour beaucoup d'entre elles. Déjà, elles vivaient un isolement avec la pandémie, ça a été multiplié encore plus. Donc, je pense que ça a été le plus grand impact. Mais je sais qu'il y a des panélistes ici qui ont beaucoup plus de connaissances que moi par rapport à cette question. Donc, je vais
peut-être leur laisser le temps de répondre aussi. Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir sur cette question? Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur ce que vient de dire Céline? Oui, bien sûr. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on oublie aussi que les fournisseurs de services qui amènent justement du service auprès des aînés dans des moments où justement elles vivent seules, isolées, peuvent aussi être des personnes dont elles ont peur, qui les abusent. Dans une période où elles sont en perte d'autonomie. Et c'est pour ça quand on pense au nettoyage, on sait le nettoyage ou l'hygiène corporelle même peut aussi exposer les aînés à des abus par des personnes qui offrent du soutien ou des personnes qui vont réparer les machines, qui vont faire des réparations dans les maisons. Souvent, ça finit aussi par devenir, au lieu de continuer à être des pourvoyeurs de services à domicile ou dans leur résidence, devenir aussi des abuseurs. C'est ça que je voulais ajouter, qu'on n'oublie pas aussi non plus de le mentionner. D'accord. Est-ce que quelqu'un souhaiterait ajouter quelque chose d'autre sur cette question? Oui, c'est Stéphane qui parle. Sur le point de Dada, effectivement, là, les gens qui peuvent avoir des interactions qui sont comment dire, fonctionnelles ou reliées à leur emploi peuvent devenir des abuseurs parce que c'est je manque un meilleur terme, là, mais c'est comme un crime d'opportunité. On pense que, bon, c'est une personne âgée, c'est une personne qui ne va pas forcément se souvenir de ce qui s'est passé, qu'on ne va pas forcément croire si jamais elle reporte le cas. Donc, c'est quelqu'un qui va être de passage, qui va croire, il y a une opportunité de se livrer à un geste qui est complètement illégal et inapproprié. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention pour qu'il y ait une certaine supervision de ces services-là pour les personnes qui vivent, par exemple, dans des résidences pour personnes âgées. Mais pour revenir sur le point de... excusez-moi, là, j'ai oublié de la première intervenante dont j'oublie le nom, je suis désolé. Donc, c'est Céline. Peut-être que... Oui. Je pense qu'effectivement, non seulement je pense, mais c'est bien établi là, parmi la communauté juridique, surtout parmi les avocats comme moi qui pratiquent en droit pénal, que les cas de violence domestique, de violence conjugale ont augmenté pendant la pandémie. Et ça, je veux dire, logiquement, là, on peut l'attribuer au fait que pas, je veux dire, les gens sont confinés à un espace plus limité. Il y a plus de propensité à ce qu'il y ait certains conflits conjugaux. Donc, nécessairement, là, il y a plus de possibilités là, que des arguments qui pourraient autrement être réglés par le simple fait de quitter la maison et de revenir par après vont donner lieu à des escales dans la nature des arguments. Et je le vois des deux côtés, hommes-femmes. C'est sûr que la dynamique étant ce qu'elle est, là, c'est largement là, des hommes qui se trouvent accusés de ce genre de geste-là. Et je pense que ça serait très bien là, de donner accès surtout aux femmes. Là. Je ne veux pas dire que ça ne se passe pas dans les deux sens, mais surtout aux femmes qui sont dans une situation vulnérable de pouvoir en parler à quelqu'un, de dire, écoutez, je suis dans une situation à la maison où est-ce que je suis mal à l'aise. Je pense que je suis victime d'abus et je voudrais m'en sortir et d'avoir des ressources pour éventuellement s'en sortir. Surtout en temps de pandémie où est-ce que tout le monde, bon, on espère qu'avec les vaccins, les choses vont changer, là, mais tout le monde est confiné à la maison. Ça donne lieu à des situations de conflit qui sont vraiment amplifiées par l'isolement, par le fait d'être toujours dans le même environnement. Donc, je pense que c'est très bien ce qu'on fait là, d'en parler et puis de donner une opportunité aux gens de contacter des ressources dont ils pourraient avoir besoin si jamais ils sont dans une situation abusive. Merci beaucoup. Et je souhaiterais
aussi vous demander quelles sont les différentes formes d'abus sexuels. Donc, ça pourrait être une question pour Céline. L'abus sexuel est en elle-même une forme d'agression. Donc, quand on parle d'agression sexuelle, on parle de gestes physiques. Ça peut être aussi une manipulation psychologique. Ça peut être des commentaires, du harcèlement. Donc, mais c'est une agression à caractère sexuel, dans le fond. Fait que quand on dit une agression sexuelle, souvent, on va penser seulement au côté physique. Mais quand on détermine agression à caractère sexuel, ça veut dire qu'on comprend là-dedans tout type de harcèlement à caractère sexuel puis il n'y a pas de consentement, d'accord? Donc, c'est important, ce morceau-là, parce que souvent, on détermine ça comme une zone grise, mais une agression à caractère sexuel, c'est parce qu'il n'y a pas eu de consentement. Et il y a toujours un déséquilibre de pouvoir. Donc, une personne qui a plus de pouvoir, en majorité, ce sont les hommes dans notre société qui commettent ce genre si on regarde au niveau systémique. Donc, une personne en position de pouvoir qui va exercer son pouvoir sur une personne plus vulnérable. Donc là, aujourd'hui, on parle surtout des personnes aînées, les femmes aînées, et vous avez nommé tous les risques, l'isolement, le contact avec les gens, les professionnels qui ne sont pas nécessairement toujours supervisés quand ils vont aider ces personnes aînées-là. Donc, c'est vraiment important de comprendre que c'est une forme de violence, c'est une forme d'agression, mais ce n'est pas juste physique, ça peut être aussi psychologique, émotionnel. Donc, c'est une manipulation. D'accord. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et donc, parlons à présent de nos aînés. Donc, connaissez-vous des aînés qui ont été victimes d'abus sexuels au Canada? Ce sera une question pour tous les panélistes. Personne? Je peux y aller. Je pense qu'on en connaît, honnêtement, je pense que oui. Je pense que tout le monde pourrait répondre oui. Je pense qu'on connaît tous et toutes une femme aînée qui a été victime d'agression sexuelle. La question, c'est est-ce qu'on le sait? Je pense que c'est plus ça et on pourrait juste espérer qu'il y a quelques années, il y a eu le mouvement MeToo, où beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes notamment ont pris la parole et ont brisé le silence sur les médias sociaux. Et en fait, ce serait juste intéressant que dans notre entourage, on soit aussi capable d'ouvrir un peu la conversation avec les femmes aînées qu'on connaît, pour leur permettre aussi juste d'en parler, en fait. Parce que je pense que, oui, beaucoup en ont subi. Par contre, je pense que peu en ont parlé. Donc, la question, ça serait voir comment on pourrait créer, encore une fois, des environnements sécuritaires pour qu'elles puissent avoir l'opportunité d'en parler. Souvent, pour revenir aussi sur la question précédente et pour compléter un peu les réponses qui ont été faites par mes copanélistes, je pense que la grosse difficulté aussi que les femmes ont en règle générale, et notamment les femmes aînées, quand ça touche les agressions sexuelles, c'est déjà, entre guillemets, comprendre qu'elles ont subi une agression sexuelle. Il y a des mythes partout et on est tous et toutes victimes de ces mythes-là sur qu'est-ce que c'est qu'une vraie agression sexuelle. Et que si on ne répond pas à cette vraie définition de l'agression sexuelle, on n'a pas été victime. Et quand on parle aux gens et quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est qu'une agression sexuelle, la majorité vont penser à un viol commis par un inconnu, souvent un peu tard dans la rue, et puis souvent contre une jeune fille qui est légèrement vêtue. Et donc, tout ce qui ne cadre pas avec un peu ce stéréotype, ce mythe-là d'une agression sexuelle, les gens vont considérer finalement que ça n'était pas une agression sexuelle. Et il peut y avoir certains gestes où la
personne va les subir et elle-même va être confuse par rapport à ce qu'elle a subi et ne va pas reconnaître forcément que ça a été une agression sexuelle. Même si, comme Céline le disait, il n'y a pas de zone grise. La zone grise n'existe pas en matière d'agression sexuelle. S'il n'y a pas consentement, ce n'est pas une relation consentie, c'est une agression. Mais pour certaines personnes, ça va être un peu compliqué. Mais pour une femme aînée, encore une fois, si on se remet un peu à sa place, par exemple, si elle a été victime d'inceste, c'est extrêmement difficile, ça va être extrêmement difficile pour elle de nommer qu'elle a été agressée sexuellement, par exemple, par son père, par un grand-père, par un oncle, par un ami de la famille, parce que ça a été subi quand elle était enfant. Si c'est une agression sexuelle qui a été subie dans le couple, il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça au Canada que le Canada reconnaît les agressions sexuelles dans le couple. C'est que depuis le début des années 80. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont vécu plus sous l'idée que les relations sexuelles sont un devoir conjugal et ne pas voir les relations sexuelles comme étant, dans un couple, ne pas les voir comme étant, encore une fois, des relations sexuelles consenties et non forcées. On peut aussi voir, Céline parlait, ou c'est Dada, pardon, qui parlait, je pense, de certains attouchements qui peuvent être faits dans le cadre, sur une femme âgée, dans le cadre de soins ou quand une personne les nettoie. Là aussi, elles peuvent vraiment subir des attouchements qui la mettent extrêmement mal à l'aise, auxquels elles ne consentent pas. Mais encore une fois, être très confuse par rapport au message du coup qui est envoyé. Et puis, elles-mêmes peuvent avoir une tendance à minimiser ce qu'elles ont vécu en disant « Oh, non, ça, c'est moi qui ai du mal à interpréter. » Donc, je pense que non seulement il faut leur permettre aux femmes aînées de se libérer, de pouvoir exprimer aussi ce qu'elles ont vécu, mais aussi de pouvoir les aider à mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu et ne pas minimiser, reconnaître ce qu'elles ont vécu et puis les aider vraiment à nommer et puis à pouvoir aussi parler des différents impacts de qu'est-ce que ce qu'elles ont vécu leur ont fait, qu'est-ce qu'elles ont senti, qu'est-ce qu'elles ont ressenti, qu'est-ce qu'elles continuent encore de vivre aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Et je voudrais savoir de quelle manière est-ce que on pourrait justement aider ces personnes aînées à interpréter clairement en fait qu'elles ont été victimes d'une agression sexuelle. Parce que vous avez parlé, parce que vous avez mentionné que souvent ces personnes aînées ne réalisaient pas nécessairement en fait ce qui se passait. Peut-être qu'elles pensent qu'elles ont mal interprété une action ou des choses comme ça. Et en fait, de quelle manière en fait on pourrait justement faire en sorte que ces personnes aînées comprennent clairement en fait, ou même l'entourage comprennent clairement qu'une agression s'est produite. Ouais, ben, je pense que c'est un bon point parce que souvent, tu mentionnes, Joe, l'entourage. Souvent, l'entourage va poser des questions à savoir ça pouvait pas être si mal que ça, tu as dû mal interpréter, il a dû avoir une certaine confusion, c'était pas ce que tu penses. J'ai une très bonne amie qui a été victime d'une agression sexuelle, pas une personne aînée, là, mais qui a été victime d'un viol, en fait, qui m'a contacté parce que j'étais à l'époque étudiant en droit pour l'aider à naviguer le système juridique. Et c'était avant le mouvement MeToo, mais je suis allé avec elle à l'entrevue de police. Je n'ai pas pu assister à l'entrevue, mais lorsqu'elle est sortie de l'entrevue elle m'a dit, ils m'ont essentiellement demandé pourquoi je ne l'ai pas frappé avec une lampe. Comme si c'était mon devoir de repousser mon agresseur, de le frapper, de le repousser. C'est pas mon devoir. Le droit est très clair. Il y a une décision de la Cour suprême de 1999 qui est très tard selon moi, mais qui date de quand même 22 ans aujourd'hui, qui dit très clairement qu'un non est un non est un non. Du moment qu'il y a un non, du moment que quelqu'un dit non, c'est non.
y a pas de question à se poser. Est-ce que c'était un nom ambigu? Est-ce que c'était un nom qui menait... Non, un nom, c'est un nom. Point final. Mais malgré ça, il y a eu des péripéties dans le système judiciaire par rapport à bon, c'est quoi le consentement, c'est quoi l'erreur sur le consentement. Et je dirais que le mouvement MeToo a vraiment établi qu'il n'y aura plus de tolérance zéro. Dès que quelqu'un dit non, c'est très clair, net et précis que c'est non. Ça prend un oui. Mais et ça s'applique tant aux aînés que à qui que ce soit. Et pour aider les personnes, pour répondre à ta question, pour aider les personnes aînées à comprendre est-ce qu'il y a eu une agression sexuelle, est-ce que vous étiez consentante à ce qu'il y ait une certaine dynamique ou une certaine, disons, certains attouchements. Si la personne dit non, c'est que c'était pas consentant et qu'il y a eu une agression. Ça devrait être très, très clair et net. Là. Je voudrais pas que chaque fois que, comme, tu sais, disons, un travailleur qui vient et puis qui met la main sur le dos de quelqu'un puisse être accusé d'agression sexuelle, mais je pense que la majorité des personnes vont pas accuser quelqu'un d'une agression sexuelle dans ces cas-là. Ça va être si vraiment il y avait un attouchement qui était invasif et inapproprié. C'est à ce moment-là qu'ils vont le soulever et puis on devrait encourager les gens à le soulever dans ces cas-là. Je pense que les femmes, les gens en général sont très capables de comprendre la différence entre un attouchement qui est comme une tape sur le dos où est-ce qu'on s'entend entre amis, puis on a une conversation, puis on blague et tout, puis c'est pas invasif, versus un attouchement qui est clairement pas invité, qui est clairement inapproprié, qui est de nature sexuelle. Je pense qu'on peut faire confiance aux gens de comprendre la différence entre attouchements ou de contact physique. Okay. Donc, à présent, j'aimerais savoir quel est le bilan au Canada des agressions sexuelles contre les femmes de plus de 50 ans? Je voudrais juste, par rapport aux statistiques, il n'y a pas vraiment beaucoup de statistiques par rapport aux femmes de 50 ans et plus. On doit considérer qu'il y a une femme sur 3, puis ça, si on calcule peu importe l'âge, qui a été victime d'une agression à caractère sexuel au cours de sa vie. La majorité des statistiques existent pour les femmes qui ont entre l'âge de 15 et 24 ans parce qu'elles sont considérées comme étant le groupe le plus vulnérable, mais c'est aussi le groupe qui va aller vers la loi ou la sécurité au niveau de la police. Donc, les femmes plus âgées, c'est plus difficile pour elles parce que, justement, elles n'ont pas l'information à ce que j'ai vécu. Je sais que c'est pas correct, je me sens pas bien, mais elles n'ont peut-être pas le courage d'y aller. Les barrières au niveau des dévoilements, quand on fait face à la justice, c'est très complexe. Souvent, les femmes ne sont pas crues. Donc, une femme qui a 50 ans et plus, qui n'a pas toute l'information, qui n'est pas certaine, c'est beaucoup, beaucoup de barrières pour aller dévoiler. Donc, on ne les voit pas dans les statistiques, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Donc, puis je veux juste revenir sur votre question d'avant par rapport... on a besoin de transmettre l'information, puis la bonne information. Puis ça, c'est super important. Parce que oui, le consentement, mais le consentement, merci d'avoir dit non, c'est non, mais souvent, une femme, c'est à travers le langage corporel qu'on a besoin de voir est-ce que la femme dit oui ou non. C'est plus que juste dire quelque chose, c'est aussi de prendre en considération le langage corporel, puis peut-être que la femme va dire un oui, mais est-ce que c'était un oui affirmé? Est-ce que c'était un oui parce qu'elle sent qu'il y a de la pression puis qu'elle n'a pas le choix de dire oui?
Donc, il y a trois volets au consentement et c'est important que les femmes aînées soient au courant de qu'est-ce que c'est le consentement, puis qu'est-ce que c'est une agression à caractère sexuel. Puis la personne qui décide si on a vécu une agression à caractère sexuel ou non, c'est la femme elle-même. Donc, c'est important que même si c'est un toucher dans le dos, si c'est un toucher non voulu, c'est une agression, il n'y a pas eu de consentement. Donc, c'est vraiment important on a besoin de demander la permission aux personnes avant de les toucher. On a besoin de s'assurer qu'ils consentent à ces attouchements-là, même si notre intention n'est pas de faire du mal. C'est pas nous qui décidons de ce consentement-là, c'est la femme, l'enfant, la personne qui va subir le contact physique. Donc, je pense que c'est vraiment important de transmettre cette information-là aux femmes aînées surtout parce qu'elles sont isolées. Souvent, elles n'ont pas accès. Puis là, pendant la pandémie, tout se faisait sur Internet. C'était plus complexe d'avoir accès à des outils technologiques pour avoir cette information-là. Donc, je pense que c'est comment est-ce qu'on va faire dans nos communautés pour transmettre la bonne information aux femmes puis qu'elles se sentent en sécurité de pouvoir parler de ce qu'elles ont vécu. Puis souvent, je pense que c'était Meira qui a dit, des fois, elles ne savent même pas qu'elles ont vécu une agression parce que souvent, on a minimisé les expériences qu'elles ont eues dans toute leur vie de femme. Et ben, à la fin, ben, elles se disent, ben, c'est normal, tout s'est normalisé, donc c'est correct, je vais m'en sortir, mais c'est vraiment important de donner cette information-là aux femmes aînées. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Est-ce que quelqu'un souhaiterait réagir? Oui, j'aimerais juste faire un petit ajout suite à ce que disait Céline. Elle disait l'importance aussi de nommer. Je pense que c'est super important. Donc, malheureusement, les femmes aînées n'ont pas eu ça, mais on peut déjà habituer nos enfants de commencer dès le plus jeune âge, en fait, à apprendre aux enfants leurs propres limites par rapport à leur corps et que les enfants, les petits garçons, sachent que leur corps leur appartient. Moi, j'ai des jeunes enfants et ce que je fais, en fait, depuis qu'ils sont plus ou moins en âge de comprendre, donc depuis à peu près à l'âge de 1 an, à partir de 1 an, quand, par exemple, je leur change la couche ou je les nettoie dans le bain, je leur explique tout ce que je fais. Je vais leur dire, bon, ben, maintenant, voilà, je vais te changer la couche ou je vais te nettoyer les fesses, etc. Juste aussi pour mettre des mots sur ce que je fais. Et donc, à 1 an, ils ne peuvent pas tellement donner leur consentement, mais pour qu'au moins, ils sachent que quand on leur touche certaines parties, on doit entre guillemets, leur expliquer pourquoi. Et au bout d'un moment aussi, il faut qu'ils apprennent qu'ils ont le droit de dire non. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont grandi, donc maintenant qui sont des femmes âgées, on leur a pas appris qu'elles avaient le droit de dire non. Et en fait, elles l'ont subi un peu toute leur vie. Et les femmes, je pense les jeunes filles, enfin les filles et puis les femmes grandissent finalement un peu avec leur corps qui devient un peu un espace public. Qu'on a le droit de toucher, qu'on a le droit de commenter, qu'on a le droit de regarder, qu'on a le droit de siffler. Parce qu'on n'apprend pas finalement aux petites filles et après aux jeunes filles simplement que leur corps a le droit d'être respecté, qu'elles ont le droit de dire non. Elles ont le droit de dire non à un regard insistant, elles ont le droit de dire non à des attouchements, elles ont le droit de dire non à des sifflements. Et c'est comme ça que plus tard, en grandissant aussi, elles vont comprendre que leur corps qu'on n'a pas le droit de poser certains gestes sur elles. Et du coup, pour maintenant les femmes aînées, c'est ça, c'est leur expliquer maintenant que tout ce qui a été fait à leur corps contre leur consentement a été une agression. Et en fait, simplement leur donner, entre guillemets, ce droit-là, parce qu'on ne leur avait pas dit avant, mais simplement leur dire qu'elles avaient droit, quand elles étaient plus jeunes, de respect à leur corps et de dire non, et qu'encore aujourd'hui, elles ont le droit de dire non. Donc, même quand une femme est née, pour reprendre encore l'exemple des soins et du nettoyage, je pense que c'est extrêmement important que les préposés aux soins
expliquent ce qu'ils vont faire. Souvent, ce sont des personnes dans des institutions. On a pu voir au moment de la pandémie des personnes qui étaient débordées, des personnes qui ont une charge de travail beaucoup trop grande, mais quand même de garder ce respect-là pour la personne, de garder simplement d'expliquer ce qui va se passer, de demander si c'est un bon moment, si la personne est d'accord, lui laisser, finalement ne pas l'infantiliser, pas infantiliser les personnes âgées, puis donc les femmes en l'occurrence, en leur donnant un minimum de contrôle sur ce qui va leur être fait. Merci beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est possible d'ajouter quelque chose rapidement? Ok, oui, rapidement. Et après, parce que je sais que, rapidement. Donc, oui, je pense qu'il faut faire, il y a toute une série de choses qu'on peut faire avec les femmes aînées, avec cette catégorie spéciale. Moi, je vais un peu plus loin. Moi, je pense qu'il y a beaucoup qu'on peut faire. On a tous nos responsabilités. Si on veut que les personnes se rendent compte que quelque chose ne va pas et qu'ils aient l'opportunité même d'avoir des conversations, de s'ouvrir aux gens, c'est qu'il faut créer des milieux qui soient réceptifs. Donc, je pense qu'il faut en parler. Comme on parle des abus en général, il faut vraiment qu'on met les noms aux choses, donc au risque qu'il y a face à la vulnérabilité aussi de la violence sexuelle. Il faut qu'on en parle avec eux, que les intervenants soient capables d'en parler. Il faut que ça soit quelque chose qui sort un petit peu de cette espèce de conversation que, bon, on les a, on les a pas. Parce que comme il y avait le programme des voisins, amis, famille, des fois, c'est vraiment là qu'on va chercher la reconnaissance, la validation quelque part, ou la possibilité, aussi les personnes, l'entourage le plus proche qui peut favoriser la possibilité de s'ouvrir et d'identifier, de soutenir à identifier que ce qui est arrivé n'était pas correct. Ce n'était pas ça qui devait arriver. C'était inapproprié, il n'y avait pas de consentement. Donc, je pense qu'il y a si vous voulez, deux volets. Il y a les personnes en tant qu'elles-mêmes, les potentielles, disons, victimes, ou les personnes qui peuvent se trouver être vulnérables à ça, mais aussi tout le milieu autour. Et s'assurer vraiment d'être capable aussi d'être là quand les personnes ont envie de parler. C'est pour ça que je dis, je pense qu'il y a beaucoup de travail qu'il faut faire, mais il ne faut pas oublier qu'en tant que communauté, en tant que société, on est tous responsables pour créer un environnement différent. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Ouais. J'aurais une question pour Marie et pour Barbara. Donc, souvent, vivant dans l'isolement et dans des centres d'accueil, des hospices, et parfois dans des environnements hostiles, les femmes, les aînées victimes sont-elles peut-on dire que ce sont des personnes qui sont négligées par la société? Tu sais, l'une de nos préoccupations lorsque nos proches vieillissent est leur bien-être et leur sécurité. C'est autant plus vrai qu'ils sont hébergés, tu vois, dans des résidences ou des centres d'hébergement et de soins de longue durée. Donc, nos aînés constituent une population particulièrement vulnérable aux abus et à la maltraitance compte tenu de leur perte d'autonomie, de la diminution de leurs capacités physiques et cognitives, et pour certains, du fait qu'elles vivent à proximité de nombreux étrangers, notamment d'autres résidents, des employés et même des visiteurs qui peuvent leur rendre visite durant les séjours dans des centres. Donc, quand je faisais la recherche sur ce sujet, je me suis rendu compte que les agressions sexuelles font partie des formes d'abus les plus odieuses qui soient. Et des aînés vivant seuls ou surtout en établissement en sont parfois victimes. Donc, c'est vrai qu'il s'agit d'une réalité encore peu connue à cause du silence des victimes et d'autres raisons comme nous avons évoquées ici-là. Les agressions sexuelles sont rarement reportées par les victimes et elles sont peu ou pas documentées par les établissements et même les autorités. Donc, même quand possible, il y a un rapport. Ils sont généralement, les états d'abus ou bien des maltraitances sont faits de façon générale, donc sans identifier clairement les agressions sexuelles. Donc, de plus, les professionnels et les établissements semblent
mal formés, outillés afin de faire face à des problèmes. Ce qui fait que c'est bien facile de négliger les violences subies par des aînés. Raison pourquoi on peut, comme nous avons entendu, il n'y a même pas de chiffres d'agression. Donc, on peut facilement dire qu'ils sont négligés parce que si on ne peut pas faire état de ce que vivent ces aînés-là, on peut facilement accepter que les aînés sont réellement négligés. Et même si l'on soupçonne qu'il y a une agression qui a été faite, il peut être complexe quand on voit de même obtenir des informations de la part d'une victime potentielle. Donc, l'état de santé et les capacités cognitives sont altérées parce que quand on est vieille, on ne se rappelle même plus de certaines choses, même de certains mots qui ont été avancés. Et donc, ça rend tellement la tâche difficile pour pouvoir avoir les informations. Donc, la notion de consentement aussi est également difficile à évaluer auprès de telles victimes. De plus, les stéréotypes sexuels négatifs qui prédominent à l'égard des personnes âgées et de la sexualité, la dépendance accrue des résidences envers les autres ou encore la solidarité des membres du personnel sont des obstacles qui font obstacle à la déclaration, la détection et même la prévention des agressions sexuelles. Donc, non seulement ces obstacles signifient que les agresseurs ne feront pas face à la justice, mais cela aussi signifie également que bien des victimes ne recevront pas des soins dont elles auront besoin. Et donc, comme ça, tout est perdu, quoi. On ne peut pas avoir les informations concrètes sur ce qu'elles ont subi. Oui. Barbara, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, très rapidement. C'est vraiment difficile de parler de qui ne peut pas être la victime la plus négligée. Moi, je pense que l'âge en soi-même n'est pas une raison de vulnérabilité. L'âge, il y a des personnes qui vieillissent très bien, qui sont tout à fait capables, qui sont très connectées à leur environnement, qui ont du soutien, qui ont des services, qui sont capables. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on n'est pas capable forcément de comprendre. Je pense qu'il faut essayer d'éviter, comme on fait des fois, de mettre les personnes âgées tous dans une même espèce d'enveloppe qui a le résultat un petit peu de les rendre encore plus invisibles. Moi, je pense qu'il faut comprendre c'est quoi les causes qui vont ou qui peuvent aller pendant le vieillissement dans la direction de faire qu'on soit encore plus négligé en tant que victime. Et ça, c'est par rapport à ce qu'on appelle les déterminants sociaux par rapport à la santé, son propre statut économique. Mais des fois, c'est vraiment une question de comment et combien on est connecté aux autres, à notre communauté, soit-il notre famille, soit nos amis, nos voisins. Est-ce qu'on est capable de comprendre ce qui se passe? Est-ce que ce qu'on reçoit, on le reçoit dans la langue qu'on comprend? Et surtout, est-ce qu'on est capable de s'exprimer dans la langue qu'on comprend? Est-ce qu'on a un revenu qui nous permet de faire des choix, d'habiter dans un endroit plus ou moins sécuritaire, ou de marcher la nuit, ou de prendre un transport en public? Je pense que l'âge est un facteur qui peut, avec l'âge, il y a toute une série de stéréotypes, de préjugés qui vont avec, mais ce n'est pas l'âge en elle-même. Parce que si on s'arrête là, ça veut dire qu'on ne peut rien faire, parce que l'âge, on ne peut pas la changer. Par contre, si on déconstruit ça, c'est quoi les éléments qui peuvent aller avec le vieillissement en favorisant la vulnérabilité? Là, je pense qu'on a beaucoup de conversations à avoir sur qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Parce que l'âge, c'est la seule chose qu'on ne peut pas. Donc, quelque part, je sais que c'est vrai qu'avec l'âge, ils nous font sentir de plus en plus vulnérables. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'âge le problème. Et donc, j'espère qu'on va continuer à pouvoir parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour toutes ces petites composantes qui augmentent la vulnérabilité dans certaines circonstances. Et moi, Joe, j'aimerais vraiment abonder dans le sens de Barbara, parce qu'avec la pandémie, on a vu ce qui se passe chez les aînés partout dans le pays, et en Ontario encore pire, parce que c'était comme le groupe des aînés a été un groupe des plus vulnérables, mais ça ne voulait pas dire qu'elles étaient plus vulnérables, surtout seulement pendant la pandémie,
Mais la pandémie a démontré ce qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voulait pas voir systémiquement. Ce n'est pas nécessairement le fait d'un organisme ou le fait d'une famille ou d'un groupe donné, mais au niveau des systèmes de soins aux aînés, je pense qu'il y a un grand discours à apporter aussi pour voir que les aînés ne sont pas nécessairement mal pris dans une institution ou dans une famille, mais en général, qu'est-ce qu'on a pour, quand on parle par exemple de la garde des enfants, c'est un système. Quand on parle des services aux aînés, c'est aussi un système qu'il faut améliorer. Moi, je pense que peut-être on avait voulu avoir une représentante ou une personne qui parle au niveau des services du gouvernement. On n'a pas été en mesure de la trouver, de trouver une personne qui peut parler. Mais je pense que tout le monde ici fait du travail extraordinaire, vraiment. Du nettoyage au logement, du logement au juridique, du juridique à la prévention, de la prévention au développement de services. Je pense que c'est une conversation qui devrait être portée un tout petit peu plus loin, justement pour... si on ne parle pas de la nourriture ou du soin au niveau des soins de longue durée, est-ce qu'on parlerait des agressions sexuelles? Sûrement pas. Et je pense qu'il y a cette concomitance des besoins, des enjeux pour les aînés qui doit être adressée aussi. Parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et souvent, on parle tout le temps d'intersectionnalité des besoins, mais il faut aussi une intersectionnalité des réponses. Et je pense qu'on devrait continuer à parler de ce sujet. Oui, effectivement. D'ailleurs, j'allais justement poser la question, mais que fait le gouvernement pour aider les femmes âgées victimes de violences? Ça pourrait être une question pour Stéphane ou Dada? Stéphane? Il faut lire le rapport. Il faut lire le rapport qu'on a fait. Mais je vous dirais que malheureusement, il n'y a pas grand-chose que le gouvernement fait, malheureusement. Pour moi, ce serait bien de voir un organisme comme la Société d'aide à l'enfance pour des personnes âgées, d'avoir un organisme qui supervise un peu le traitement de personnes âgées qui, disons, dès l'âge de la retraite, là, dès l'âge de 65 ans, sont contactés, qui sont mis au courant du fait que bon, il y a des ressources qui existent si jamais vous sentez que vous n'êtes pas bien traité, que vous pouvez nous contacter, on va faire une enquête. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit à nos retraités. Comme Dada l'a mentionné, là, je pense qu'il y a des gens qui se débrouillent très bien. Je vais vous dire que j'ai une grand-mère qui a 99 ans, en fait, qui vient d'avoir 99 ans, qui lit à tous les jours, qui est très lucide, qui est extrêmement compétente. Mais ça ne ferait pas de mal qu'elle sache qu'il y a un organisme qu'elle peut contacter si jamais il y a quelque chose qui se passe mal par exemple dans sa résidence, si jamais elle pense qu'il y a certains abus, que ce soit envers elle ou envers une de ses consoeurs dans la résidence. Je pense que ça serait bien qu'on ait une société d'aide aux personnes âgées. Ça n'existe pas pour l'instant à ma connaissance. Peut-être que je serai corrigé. Mais je pense que ce serait bien d'avoir un organisme qui puisse enquêter sur des allégations de maltraitance envers les personnes aînées. Je pense que ce serait une très bonne chose. Est-ce que quelqu'un souhaiterait ajouter des éléments à l'intervention de Stéphane? En fait, tu sais, chez nous, on a un bailleur de fonds qui est un ministère, le ministère de la Condition féminine. Donc, eux vont souvent soutenir les initiatives de prévention auprès des femmes en général, mais aussi plus spécifiquement auprès des femmes aînées. Donc, ça, c'est un ministère au niveau du gouvernement qui va soutenir certaines actions.
En Ontario, je pense pas qu'il y ait un ministère dédié aux aînés. C'est un ministère au niveau social puis de la santé. Dans d'autres provinces canadiennes, il y a des ministères qui sont dédiés aux aînés. Donc, peut-être qu'en Ontario, ce serait intéressant d'avoir, comme Stéphane disait, vraiment un ministère qui est dédié à ça puis qui va veiller justement à ce qu'il y ait quelque chose de mis en place pour protéger les personnes qui sont plus vulnérables chez les aînés puis qui ont besoin de soutien, là. Puis qui peut peut-être aider aussi à faire connaître tous les organismes communautaires qui contribuent au bien-être des aînés partout en Ontario puis dans l'Ontario francophone. Ouais. Mais si je comprends bien, il y a aussi au niveau de la société qu'il y a un gros effort à mettre en place pour que tout le monde puisse réaliser que les aînés sont là et qu'ils ont besoin d'attention et qu'il ne faut pas les négliger. Oui, mais je pense qu'il y a un effort de travail communautaire aussi là, qui peut se faire. Je veux dire, les gens peuvent prendre l'initiative de faire du travail communautaire auprès des aînés. Je veux dire, j'en ai fait dans ma jeunesse, là, qu'on appelle au Québec la popote roulante, là, Meals on Wheels. Mais juste d'avoir une interaction avec les gens qui sont dans l'âge d'or, qui ont peut-être pas forcément beaucoup de personnes avec lesquelles ils peuvent interagir, que ce soit en temps de pandémie ou autre. C'est l'interaction humaine est toujours là, donc juste peut-être, surtout en temps de pandémie, là, d'essayer d'avoir un point d'interaction entre les gens qui veulent aider et par exemple, les résidences pour personnes aînées, de mettre ces gens-là en contact pour qu'ils puissent au moins avoir une certaine interaction humaine. Moi, personnellement, ma seule grand-mère encore en vie, elle a une grosse famille, on l'appelle à tous les semaines et je pense que ça va être beaucoup là, en temps de pandémie, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas ce bénéfice-là et qui pourraient vraiment profiter d'avoir ces interactions-là. Puis ça serait de mettre en place la capacité de contacter des personnes qui sont juste en besoin d'interaction humaine. Et à ce sujet, je voudrais savoir quel type de projet est-ce que les organismes de soutien aux femmes et aux seniors devraient mettre en place pour aider les aînés à sortir de l'enfer des abus sexuels, selon vous? Moi, je pense que c'est de continuer à soutenir financièrement les organismes communautaires qui travaillent sur le terrain. Je veux dire, c'est ça la clé. On a besoin de travailler avec les communautés, comme le disait Barbara, comme, oui, donner les outils aux femmes puis aux femmes aînées, mais aussi sensibiliser les gens qui sont autour d'elles dans la communauté, les témoins, les gens qui sont témoins des agressions à caractère sexuel ou de tout autre type d'agression, qu'ils aient assez d'informations pour avoir le courage de pouvoir soutenir les femmes et les femmes aînées, de pouvoir aussi les accompagner, avoir cette écoute-là dont Barbara parlait plus tôt. Donc, je pense que le premier mandat du gouvernement, je pense que c'est vraiment de soutenir financièrement les organismes communautaires qui travaillent très, très fort dans les différentes communautés. Je pense que ce serait l'idéal. Dans le gouvernement, est-ce qu'il y a un ministère ou une personne attitrée à ce genre de dossier? Non. J'ai mis un lien, en fait. Il y a un ministère de services aux aînés et de l'accessibilité en Ontario. Donc, eux vont s'occuper de divers sujets par rapport à la vie des aînés. Entre autres, j'ai mis un lien aussi sur comment reconnaître les agressions commises envers les aînés. Donc, ça, c'est important de pouvoir transmettre cette information-là. Donc, sur le site web de l'Ontario, ontario.ca, vous retrouverez ces informations-là. Ça, je mettrai ces liens dans le chat sur Facebook.
pour que tout le monde puisse y avoir accès. OK. OK. Donc, dans quelques minutes, nous allons commencer les questions du public. Mais pour l'instant, je voudrais savoir, par rapport à l'organisme de Maïra, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment votre organisme appuie les femmes aînées? Oui. Donc, comme je le mentionnais au début, nous, on n'offre pas de service direct. Donc, on ne fait pas de service directement auprès des femmes aînées. Par contre, on essaye toujours d'appuyer les organismes qui travaillent directement avec les femmes aînées de différents moyens. La première chose, c'est on crée du matériel d'éducation et de sensibilisation sur la violence. Donc, tout le matériel qu'on fait, c'est du matériel qui est gratuit, qui est disponible pour toute personne ou tout organisme qui souhaiterait en avoir. Donc, c'est la première chose qu'on fait. Et puis, on essaye de toujours un peu sensibiliser spécifiquement à la violence faite aux femmes aînées. Et puis après, on travaille avec les organismes en violence faite aux femmes. Donc, par exemple, les Oasis ou d'autres dans la province pour offrir des espaces des espaces sécuritaires pour les femmes pour qu'elles puissent parler de la violence qu'elles ont subie. Je pense que c'est important pour reprendre un peu la question que vous posiez précédemment. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc, on a beaucoup parlé, donc sensibiliser, informer, éduquer à la fois les femmes aînées et les membres de l'entourage, la communauté en soi à la violence. Je pense aussi qu'il faut en fait créer pour ces femmes-là, il faut créer des espaces sécuritaires. Il faut leur créer des espaces où elles peuvent parler, où elles peuvent être informées. Et donc, ma recommandation, moi, ça serait de travailler avec des organismes. Il y en a encore une fois des CALAX, il y en a dans des CALAX francophones, il y en a dans plusieurs régions en Ontario. Et à Toronto, par exemple, de travailler avec Oasis pour favoriser ces espaces-là, pour soit créer donc des groupes pour les femmes qui souhaiteraient rentrer dedans, ou pour que, par exemple, Oasis puisse aller faire de la sensibilisation dans des maisons de retraite ou dans d'autres établissements pour personnes âgées. Juste pour permettre en fait d'en parler. La réalité aussi, c'est qu'on parle beaucoup on parle d'abus contre les personnes âgées. On essaie d'en parler un peu plus, ce qui est très bien. Mais souvent, encore une fois, on s'aperçoit que les femmes sont un peu oubliées et que du coup, les violences faites aux femmes spécifiquement sont un peu oubliées dans la discussion. Donc, on va parler, par exemple, des abus financiers, ce qui est encore une fois excellent. C'est très bien de parler et de sensibiliser les personnes âgées aux différents abus financiers dont ils et elles pourraient être victimes. Mais on n'arrive toujours pas à vraiment parler, par exemple, spécifiquement soit de la violence conjugale ou des agressions à caractère sexuel que peuvent subir les femmes. Donc, c'est vraiment continuer de créer ces espaces-là et de pouvoir en parler au maximum. OK. Et je voulais vous demander, en fait, est-ce qu'il y a, par rapport aux agressions que subissent les femmes aînées, est-ce qu'il est possible qu'il y ait que le fait qu'il y ait, par exemple, le syndrome de Stockholm puisse jouer sur le fait qu'elles ne vont pas, justement, elles ne vont pas reporter leur agresseur, les actions réalisées par leur agresseur en justice? Quand on parle d'agression sexuelle, la majorité des agressions sexuelles sont commises par des personnes qui sont connues de la victime. Oui. Donc, je ne sais pas si on parle de syndrome de Stockholm ou d'autres choses, mais en tout cas, il y a un lien de
confiance, il y a un lien parfois un lien d'amour, un lien d'amitié, un lien assez fort, un lien de dépendance qui est entre la femme et la personne qui l'agresse. Donc, on a pas mal discuté de la difficulté pour les femmes de reconnaître l'agression sexuelle, mais aussi la difficulté, c'est quand ça vient d'une personne en qui tu as confiance. Et ça vient encore plus mélanger, ça vient encore plus déstabiliser les victimes parce que l'acte qui est subi vient d'une personne qui est censée vouloir être une personne censée être bonne pour nous. Donc, ça vient encore plus mélanger. Et je pense que c'est extrêmement difficile pour une femme d'aller dénoncer, pour une femme ou une jeune fille, d'aller dénoncer son père, d'aller dénoncer un membre de sa famille, d'aller dénoncer son conjoint ou aller dénoncer la personne qui vient l'aider tous les jours. C'est extrêmement compliqué parce qu'elles ne veulent pas rompre ce lien-là non plus. Donc, c'est certain que quand l'agression vient de quelqu'un qu'on connaît et en qui on a confiance, qu'on aime, ou une personne à laquelle on tient, la dénonciation est extrêmement plus compliquée que quand c'est une personne, un inconnu, avec qui on n'a aucun lien. Je pouvais ajouter à ce que Mira disait aussi, d'autres barrières, c'est au niveau de la honte qu'une femme peut ressentir, la peur aussi d'une représailles si jamais elle dénonce son agresseur. Donc, tout ce que Mira a dit, plus les émotions que la personne peut vivre en lien avec ce qui vient, toute l'incompréhension que Mira nommait, c'est vraiment des barrières qui sont réelles pour ces femmes-là. Donc, c'est important quand on reçoit une femme aînée ou une femme qui a vécu une agression à caractère sexuel, c'est d'être à l'écoute, mais aussi de saluer son courage, de lui dire qu'elle n'est pas seule, de lui dire que on est là pour l'écouter, puis de la remercier de nous faire confiance aussi, parce que ça prend énormément de courage de parler de ces choses-là. Et puis, je veux pas du tout remettre en question ce qui a été dit. Je pense que c'est complètement valide, mais je voudrais aussi que comme les hommes aînés qui sont victimes d'agressions sexuelles se sentent à l'aise aussi de le dénoncer en temps et lieu si jamais ils ont été victimes d'une agression sexuelle. Ou on peut parler de jeunes personnes aussi, là, mais ça peut se passer que c'est sûr que c'est plus rare, là, mais qu'un homme se fasse agresser de façon sexuelle. Et je pense qu'il y a les choses qui ont été mentionnées par Céline sont tout aussi applicables aux hommes qui pourraient avoir une honte là, en tant que, je veux dire, en tant qu'homme, il y a une attente que, bon, si quelqu'un t'agresse, tu devrais être en mesure de le repousser. Je pense pas que les hommes devraient avoir honte de pouvoir dénoncer leur agresseur. Si ça arrive. Donc, je voudrais juste être très clair là-dessus et créer un espace parce que les hommes aussi se sentent libres de partager leurs histoires d'agression sexuelle. Si jamais ça a eu lieu, il n'y a aucune honte là-dedans. Je veux dire, personnellement, j'en ai vécu des situations où est-ce que c'est borderline, là, mais comme on ne devrait pas avoir honte d'en parler et puis on devrait avoir une conversation ouverte. Et je voudrais savoir, que se passe-t-il quand l'agresseur est une femme, que ce soit que la victime soit une femme aînée ou un homme aîné? Je pense que Stéphane serait la meilleure personne pour répondre à ça. Oui, peut-être que oui. J'en ai représenté des femmes accusées d'agression physique. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a une dispute entre des conjugés conjugaux.
et que, bon, la dispute s'avère que ça devient physique. Je vais vous dire que honnêtement, et je dis ça juste basé sur mon expérience, je dis pas ça pour avoir une valeur morale ou quoi que ce soit, mais juste pour dire que quand ma cliente est une femme, la tendance est que c'est plus facile de faire retirer des accusations, là, moyennant comme OK, elle va va voir un psychiatre, on va faire une évaluation, tout est beau, OK, elle a fait sa programmation, on va retirer des accusations. Et je pense que c'est à bon droit, là, dans le sens que c'est vrai que quand il y a un homme qui commet une agression, il y a plus de raisons de s'en préoccuper parce que, veut pas, il y a une dynamique physique qui est très réelle. Puis on ne peut pas se le nier, là, je veux dire, il y a des femmes qui pourraient me battre facilement, là, comme dans un sport ou en combat physique. Il y a des femmes qui sont très athlétiques. C'est pas pour nier leurs accomplissements à cet égard-là, mais en général, les hommes sont juste plus costauds, plus en mesure d'avoir une présence physique, ce qui fait que la dynamique homme-femme mérite que la poursuite prenne certaines précautions pour éviter que ça se reproduise. Je vais vous dire que j'ai eu des dossiers où est-ce que j'ai eu des clientes qui ont été accusées de voies de fait armées, où est-ce que c'était comme une situation où est-ce que comme le mari voulait partir avec un cellulaire et que la femme s'est présentée avec des ciseaux puis lui a dit comme si tu me redonnes pas mon cellulaire, je te coupe. Puis genre, OK, il y a comme eu une confrontation. Puis ça a donné que comme elle a été accusée de voie de fait armée. Mais comme on comprend que dans des circonstances, ça ne mérite pas que cette femme-là ait un casier judiciaire puis que ça pourrait compromettre son statut d'immigration et tout. Là. Puis on s'est entendu, je me suis entendu avec le procureur, les accusations ont été retirées. Si ça avait été le contraire, honnêtement, avec raison, que c'était l'homme qui menaçait la femme avec des ciseaux, oui, la situation aurait été différente. Et en partie parce que la réalité est différente et ça aurait mérité une analyse différente. Je veux dire, il faut... l'égalité des sexes ne veut pas dire qu'on va faire fi du fait qu'en général, les hommes sont dans une position de pouvoir dans leur relation avec leur conjoint ou avec les femmes qui vivent chez eux. Je veux dire, on ne peut pas faire fi de ça, du fait qu'on a nominalement une égalité des sexes. Je pense qu'il faut reconnaître la réalité. Dans tous les cas, je veux dire, comme si c'était le cas contraire et que c'était une femme qui était super athlétique, qui menaçait quelqu'un, je dirais que ça serait un cas différent. Mais il faut regarder les situations cas par cas. Et c'est pas fou de dire qu'en général, les hommes vont avoir une certaine... il va y avoir un déséquilibre de pouvoir juste sur le point physique. Et je pense que c'est important de le reconnaître en général. À moins qu'il y ait une preuve au contraire. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce forum. Donc, je souhaiterais en fait faire un tour de table et vous demander si vous auriez un dernier mot par rapport à ce panel. Donc, nous pouvons commencer par Barbara. Merci. Merci à qui a rendu ça possible. Merci à tous ceux qui ont contribué. Peut-être un dernier mot. Ça serait intéressant une prochaine fois d'ouvrir un petit peu plus, pas seulement aux intervenants, peut-être aux femmes elles-mêmes aussi. Oui. Pas forcément avec un vécu, mais vraiment des personnes âgées, tu sais, voir un petit peu c'est quoi leur perspective et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, tu sais, ensemble.
Mais c'est clair que ça, c'est un très bon point de débat. Merci. Merci beaucoup. Diane, je vous en prie. Moi, je vous remercie de m'avoir invité. Pour être ici, je pense que tous les panélistes ont eu des choses extraordinaires à partager avec nous et des ressources fantastiques à contribuer aussi. En ce qui me concerne, moi, j'utilise l'art. Je travaille beaucoup avec les jeunes, les moins jeunes et les plus âgés. Et ce que je me rends compte aussi, c'est qu'en utilisant l'art, c'est l'outil de communication. Et souvent, ça me permet de décerner des jeunes et des moyennes et des plus âgés qui ont des problèmes parce qu'ils établissent un confort de communication. Et ça permet une ouverture à ce moment-là de commencer un début. Et je remercie aussi Dada et Joe aussi pour la synchronicité dans cet atelier aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Donc Maïra, je vous en prie. Maïra? Oui, moi aussi, merci beaucoup pour la conversation. Et puis, Action Ontarienne est toujours prête à continuer de parler de ce sujet. Donc, merci à Oasis d'avoir organisé ça. Je vous en prie. Et Marie? Oui, Joe, merci. Oui. Très édifiant et très belle initiative. C'est bien de toujours penser à nos aînés. Je pense que le sujet est bien opportun et ça va aussi permettre à servir d'information pour que les uns et les autres puissent s'ouvrir à ce qu'elles subissent, parce que nous savons que ce n'est pas très facile, mais nous aimerions bien être au service de nos aînés et pouvoir apporter un plus-value dans leur vie. Donc, merci bien Oasis, Centre des femmes, merci Choc FM toujours pour l'opportunité. Merci. Merci. À vous, Stéphane? Merci à tout le monde. Ça fait plaisir de vous parler de cet enjeu qui est évidemment très important et qui est très peu discuté. Là. On en parle très peu, donc je pense que c'est excellent qu'on en parle aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour l'opportunité. Et voilà. Ouais, merci beaucoup. Et donc, nous allons terminer par Céline. Je vous en prie, Céline. Oui, ben merci à tous. Ça a été vraiment super intéressant. Puis je pense que c'est important, tu sais, toutes les idées, les différentes façons qu'on a abordé le sujet aujourd'hui, je pense que c'est important. Puis je suis d'accord avec Barbara, on a besoin d'élargir cette discussion-là puis d'inclure les aînés dans nos discussions. Puis, tu sais, continuer à travailler, à créer une culture de consentement dans nos communautés pour réduire justement la vulnérabilité des personnes à travers nos communautés, les personnes aînées aussi. Puis aussi, contribuer à augmenter la capacité de tout le monde dans la communauté pour faire quelque chose pour contrer les agressions à caractère sexuel. Merci. Merci beaucoup. Donc, avant de laisser la parole à Dada pour son discours, pour son mot de la fin, je tenais à vous remercier tous et toutes d'avoir participé, d'avoir répondu à l'appel pour ce panel qui est, comme vous le savez, extrêmement important. Et nous espérons que ce n'est qu'un début et que nous allons pouvoir ouvrir davantage la discussion et de mettre la lumière en fait sur ce sujet. Et donc, je laisse Dada nous faire... Il n'y a pas de questions du tout? Non, il n'y a pas de questions du public, donc c'est pour ça que j'ai enchaîné directement sur le mot de la fin. Ah, OK. Ouais. J'ai vu qu'il y a quand même eu aussi quelques échanges sur le chat. Et par rapport au chat, je vais poster les liens sur le Facebook, car le panel est live sur Facebook et aussi il est diffusé en direct sur Choc FM 105.1. Donc, en tout cas, si vous avez d'autres ressources, n'hésitez pas à me les faire parvenir et je les mettrai dans notre Facebook et aussi sur le Grand Toronto, dans l'événement, dans le post, dans la publication en relation avec cet événement. OK. Merci beaucoup. Merci, Joe, encore une fois, et merci beaucoup à Choc FM de nous avoir permis de parler.
je voulais vraiment, si on pouvait donner un coup d'applaudissement aux panélistes là, tout le monde qui est là. Merci beaucoup Barbara, merci Céline, merci Stéphane, Marie, Mayra. J'ai oublié quelqu'un. Je pense que c'est ce que je vois devant moi. Je pense que, et je remercie beaucoup les aînés qui sont là aujourd'hui. Je pense que des fois, on a une étiquette à mettre sur les aînés. Moi, je suis aînée, je suis bien, je commence à me sentir bien dans ma peau. Mais je trouve que des fois, il y a aussi cette idée de commencer à avoir un tout petit peu la peur de confronter la vie, l'âge des aînés. Et c'est ce qui s'est passé aussi aujourd'hui parce qu'on avait invité beaucoup d'aînés, mais elles préféraient entendre parler les autres personnes. Et je pense que c'est un premier aussi, peut-être la prochaine fois, elles vont se sentir beaucoup plus là en train de parler. Je vois que c'est un sujet qui porte toujours à discussion. Il y a la crainte, il y a le fait de se faire appeler aîné qui fait peur. Et je pense que j'ai vu hier un très bel article dans le Métropolitain de psychothérapeutes qui parlaient justement de comment bien vieillir. De plus en plus, on en parle. Et je pense qu'il faudrait aussi que l'âge où... Oh, j'ai oublié Diane, je ne la voyais pas ici. Merci beaucoup, Diane, à toi aussi. J'espère que tu n'es pas partie. Mais ça me rappelait, Diane, parce que justement, parler aussi de l'art et parler d'autres moyens d'expression, ça va peut-être enlever cette peur et de sentir qu'on doit toujours être traité comme des citoyens d'une autre classe et de toujours essayer de se sentir bien dans sa peau, mais se sentir bien dans sa peau aussi demande qu'on a aussi l'accès à tout ce que tout le monde a, que ce ne soit pas non plus des privilèges, mais que ce soit aussi des... Moi, je dis tout le temps, il ne faut pas qu'on donne plus de privilèges à un ou à l'autre. Tout le monde, on le dit, est né égal devant la loi. J'espère que Stéphane pourrait peut-être me contredire ou les autres personnes, mais l'important, c'est qu'on donne la voix à tout le monde. Et je suis vraiment contente qu'on ait pu aborder cette discussion sous plusieurs angles. Vous voyez, si on prenait le système juridique, ça prendrait en soi une journée. Si on prenait le logement, ça prendrait une autre. Et si on prend le bien-être à la maison, ça prendrait un autre. Et l'éducation, la sensibilisation, la prévention, je pense que c'est des sujets qu'on devrait continuer, mais ce n'est pas non plus à Oasis seul de le faire. Nous, on a parlé parce que c'était l'agression sexuelle, mais nous aimerions peut-être avec Céline aborder la prochaine fois un autre sujet, avec Barbara un autre, avec Mayra un autre, avec Stéphane un autre et Marie. Et Diane, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à se dire. Et merci beaucoup à toutes les participantes qui n'ont pas eu le temps de dire quelque chose, mais ça fait du bien et continuer de passer la fin du mois, que le mois passe, mais que la réflexion ne s'arrête pas avec le mois de mai et que la prévention non plus ne s'arrête pas avec le mois de mai parce que l'agression, elle, ne s'arrête pas. Ça continue de hanter nos vies et les vies des aînés. Et à Oasis, nous sommes là, comme on le dit toujours, nous sommes là pour vous. Vous êtes les bienvenus à venir nous proposer un sujet. Et puis, nous siégeons aussi sur le comité de la FARPO, ou la Fédération des aînés et retraités francophones de l'Ontario. Donc, nous avons quand même beaucoup d'ailes sur tout ce qui se dit aux aînés. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci beaucoup. Et donc, avant de terminer le forum, je vais demander à Diane de refermer le cercle de partage. Merci, Joe. Alors, on va demander aux créateurs et à nos grands-mères aussi de nous assister dans notre marche sur l'île de la Tortue, dans les moments les plus difficiles
de nous soutenir lorsque l'on tombe, mais aussi d'offrir notre gratitude dans le cadeau de la vie et aussi ce qui nous permet d'apprendre et de grandir. Et lorsqu'on tombe, il ne faut pas penser qu'on est seul. Le Créateur et nos grands-mères sont là. Il s'agit juste de trouver la solution de se relever et de continuer de grandir. Miigwech. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Donc, voilà, je vais donc terminer le live. Je vous remercie beaucoup et j'espère vous retrouver en fait dans un autre forum sur un sujet en lien avec, avec les personnes aînées. Et je vous souhaite une bonne soirée et cette émission sera rediffusée sur Choc FM 105.1 au courant de la semaine. Donc, n'hésitez pas à la réécouter si vous l'avez manqué. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et merci encore de votre participation. Et merci Dada et merci à Oasis Centre des Femmes et toutes les organisations qui ont participé à cet événement.